les immigrés présents en Europe, dans la politique de demain, doivent être, par rapport à nous, des sous-citoyens. 374 exprimé, 369, majorité 185, pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. Juridique. En fait, après l'indépendance de l'Algérie, les accords d'Évian de 1962 permettaient aux Algériens de venir librement en France avec une simple carte d'identité. Mais en 1968, la France et l'Algérie signent un nouvel accord, plus restrictif, pour encadrer les flux migratoires. Cet accord signé par Abdelaziz Bouteflika pour l'Algérie et Jean Badevant pour la France devient la base juridique des relations migratoires entre les deux pays. Concrètement, l'accord facilite la circulation, le séjour et l'emploi des ressortissants algériens. Alors moi, je lance un avis de recherche. Où est Gabriel Attal? Où sont les députés macronistes? Ce qu'on vient vivre dans l'hémicycle, c'est inacceptable, c'est insupportable. L'absence des macronistes a donné une victoire au Rassemblement national sur un texte raciste, sur un texte qui remet en cause nos relations entre la France et l'Algérie. Peut-on me dire ce que Gabriel Attal, qui se prétend présidentiable, avait d'autre chose à faire ce matin que d'être dans l'hémicycle pour défendre la question internationale, l'honneur de la France, pour ne pas laisser de victoire à l'extrême droite? Enfin, très sincèrement, ce qu'on vient de vivre est insupportable. Leur absence est absolument minable. Gabriel Attal qui se planque en n'étant pas là, qui ne dit jamais un mot dans l'hémicycle, en fait, à un moment, ça suffit. Pas du tout. En tout cas, officiellement, il n'y a pas eu un mot. Aujourd'hui, par exemple, le président Tebboune a donné son discours rituel sur le 1er novembre, c'est-à-dire date du 71e anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Pas un mot, pas une allusion à la France. L'agence de presse officielle Algérie Presse Service non plus ignore complètement le vote d'hier, mais ça c'est une tradition du pouvoir algérien qui estime qu'il n'y a pas à commenter tout ce théâtre d'ombre qui se déroule à l'Assemblée nationale, en laissant entendre que ce sont des affaires franco-françaises où l'Algérie n'est écornée seulement par ricochet. C'est une attitude assez dépréciative qui est relayée par la presse pro-gouvernementale qui parle d'une classe politique en déclin, d'un déclassement géopolitique de la France, d'une déliquescence institutionnelle, etc. C'est assez sévère, mais ça fait pièce à la polémique qui est dans les milieux de droite et d'extrême droite ici, vise l'Algérie, fait un travail de sape permanent contre l'Algérie aussi. Alors, on va se pencher sur ce qui est un véritable drame politique qui a secoué le Parlement français. Il faut savoir que tout a basculé à une seule petite voix près. C'est ça qui est fou. Allez, on plonge au cœur de cette décision qui divise profondément la France. 1. Voilà, c'est le seul chiffre qu'il faut retenir. Une seule voix a suffi pour faire pencher la balance lors d'un vote historique à l'Assemblée nationale. Et ça a déclenché une véritable onde de choc politique. Et tout de suite, le résultat a littéralement coupé l'hémicycle en deux. D'un côté, on a des scènes de joie, de victoire, et de l'autre, des larmes, de la colère. C'est une image vraiment saisissante des divisions profondes que ce sujet fait naître. Mais alors, c'est quoi exactement cet accord de 1968? Pourquoi est-ce qu'il provoque des réactions aussi viscérales? En fait, c'est un traité qui est absolument unique en son genre. Il est né, bien sûr, de l'histoire très complexe entre la France et l'Algérie. Et ce qu'il fait, c'est qu'il crée un régime d'exception pour les ressortissants algériens, des règles spécifiques qui ne s'appliquent à aucune autre nationalité. Bon, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, regardons les détails. Pour le regroupement familial, par exemple, la durée de présence demandée est plus courte. Le fameux titre de séjour de 10 ans, il est presque automatique et très difficile à retirer. Et puis il y a l'accès à certaines aides sociales qui est lui aussi facilité. Bref, quand on met tout ça bout à bout, on comprend bien pourquoi on dit que cet accord, c'est vraiment un cas à part. Maintenant, voyons un peu les arguments de ceux qui ont voté pour y mettre fin. Comment est-ce qu'ils justifient leur position? Pour ses opposants, le constat est assez simple. Pour eux, cet accord, il est dépassé, il est déséquilibré, et surtout, il lie les mains de la France, il l'empêcherait de contrôler pleinement sa propre politique migratoire. Il y a aussi un argument financier qui est mis sur la table. Le coût est estimé à 2 milliards d'euros par an, que ce soit en dépenses sociales ou en frais de gestion administrative liés à cet accord. Et cette citation d'un des principaux partisans de la résolution, elle résume assez bien leurs sentiments. L'idée que l'accord serait devenu fondamentalement inéquitable.
Mais bien sûr, il y a un tout autre son de cloche. En face, un autre camp défend bec et ongle le maintien de ce traité pour des raisons qui sont radicalement opposées. Voyons ça. Pour ceux qui veulent préserver l'accord, il est le symbole d'une relation absolument cruciale, historique. Et il lance une alerte, le dénoncer serait un jeu politique très dangereux pour les relations diplomatiques. Cette citation, elle illustre parfaitement leur point de vue. Pour eux, le débat n'est pas vraiment sur la gestion migratoire, mais c'est plutôt une manœuvre politique pour faire avancer un agenda de division. Alors on arrive à un point absolument crucial. Il faut bien comprendre la réalité juridique de ce vote. Parce que, attention, ce n'est pas du tout ce que beaucoup de gens imaginent. L'Assemblée a voté ce qu'on appelle une résolution. Pour faire simple, c'est comme une prise de position très forte, une sorte de souhait officiel. Mais, et c'est là que tout se joue, ce n'est pas une loi. Le gouvernement n'est absolument pas obligé de l'appliquer. Le processus constitutionnel est très clair là-dessus. L'Assemblée donne son avis, elle met une pression politique, c'est certain, mais au final, la seule personne qui a le pouvoir de dénoncer un traité international, c'est le président de la République, lui seul. Donc, pour que ce soit dit de la manière la plus claire possible, à l'heure où l'on parle, ce vote n'a rien changé. L'accord de 1968 est toujours en vigueur. Bon, donc si la loi n'a pas changé, on peut se demander, qu'est-ce qui a changé alors ? Eh bien, c'est tout le paysage politique. Ce vote, il a surtout révélé une fracture, une fissure béante au sein même de la majorité présidentielle. Des alliés très importants ont rompu les rangs pour voter avec le Rassemblement national. Et ça, politiquement, c'est énorme. Et ça va même plus loin. Ce vote a mis en lumière une contradiction assez flagrante au sommet de l'État. D'un côté, un ancien ministre qui réclame la fin de l'accord, de l'autre, le ministre actuel qui dit que ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Et on en arrive à la conséquence qui est peut-être la plus importante. Au-delà de l'accord lui-même, ce vote, c'est une immense victoire symbolique pour le Rassemblement national dans sa longue stratégie de normalisation. Tout ça nous laisse avec une question en suspens. Est-ce que ce vote n'était finalement qu'un coup politique, du théâtre sans conséquences réelles, ou est-ce qu'on vient d'assister à la première vraie fissure dans une relation franco-algérienne qui dure depuis plus d'un demi-siècle ? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un événement qui a vraiment secoué l'Assemblée nationale. Oui. Un vote hyper serré, passé à une seule voix près. Ça a fait pas mal de bruit. Ah oui, beaucoup de bruit. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Exactement. Il s'agit donc de l'adoption par l'Assemblée d'une proposition de résolution, une proposition qui venait du Rassemblement national. Et ce texte, il demande au gouvernement ni plus ni moins que de dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. D'accord. Alors, pour cette exploration, on a regardé les comptes rendus des débats, bien sûr, ceux du 30 octobre 2025. Oui. On a aussi des échos de différents médias, Europe 1, France 24, Sud Radio, l'émission C'est à vous. Tout à fait. Et puis, forcément, on a cherché des éléments de contexte sur cet accord de 68, son histoire, Wikipédia, la presse. C'est ça. Et notre mission, enfin notre objectif, c'est de comprendre la portée réelle de ce vote. Voilà. Quels sont les arguments des uns, des autres? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cet accord de 68? Et pourquoi il cristallise autant de tensions, finalement? C'est ça. Essayez d'y voir plus clair dans ce sujet qui mélange histoire, droit, politique. Hein, c'est complexe. C'est très complexe. Et on peut dire d'emblée que c'est un vote symboliquement fort, mais ses conséquences juridiques immédiates, elles, sont limitées. On va analyser tout ça. Alors, commençons par ce moment. Ce vote du 30 octobre. Racontez-nous un peu. Une proposition du RN qui passe, c'est une première, non? C'est tout à fait inédit. La proposition de résolution, donc celle qui vise à dénoncer l'accord de 68, elle a été adoptée par 185 voix contre 184. Une voix d'écart. Une seule voix. Et c'est, oui, la toute première fois qu'un texte qui vient de ce qu'on appelle la niche parlementaire du RN... Oui, cette journée spéciale pour l'opposition. Voilà, où un groupe d'opposition peut fixer l'ordre du jour, eh bien c'est la première fois qu'un de leurs textes est adopté par l'Assemblée. D'ailleurs, Marine Le Pen a tout de suite parlé de jour historique. On imagine, oui. La satisfaction au RN. Mais alors concrètement, je reviens là-dessus, au-delà du symbole, est-ce que ça change vraiment quelque chose? L'accord, il est annulé, il va être déchiré... Non. Juridiquement, pour l'instant, ce vote ne change rien. Il faut bien comprendre ce que c'est qu'une proposition de résolution. D'accord. C'est un acte politique. Fort, certes, c'est l'expression d'une volonté d'une partie de l'Assemblée. Mais ça n'a aucun caractère contraignant pour le gouvernement. Ah, d'accord. La Constitution, là-dessus, elle est très claire. La politique étrangère, et donc la décision de dénoncer ou pas un traité international, ça relève du pouvoir exécutif, le président de la République, le gouvernement. Pas du Parlement directement.
Et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, il a réagi d'ailleurs assez vite. Oui, il a dû réagir. Et sa réaction a été prudente. Il a dit respecter le vote de l'Assemblée, bien sûr, Oui. mais il a tout de suite rappelé fermement que, je cite un peu de mémoire, la politique étrangère de la France ne se fait pas par des résolutions parlementaires. Donc il a un peu calmé le jeu. Il a calmé le jeu sur les faits immédiats, mais il a quand même ouvert une porte. Il a parlé de renégocier l'accord. Ah oui. Oui, il a dit que cet accord appartenait à une autre époque, ce qui rejoint un peu la critique sur l'obsolescence. Mais il a ajouté une nuance importante. Pour renégocier, il faut être deux. Sous-entendu, ce n'est pas gagné avec Alger. Exactement. La balle n'est pas que dans notre camp, si on peut dire. D'accord. Donc, si je résume, victoire symbolique très forte pour le RN, ça c'est clair. Indéniable. Ils ont réussi à faire passer un texte emblématique. C'est aussi un message politique envoyé à l'Algérie et peut-être à l'opinion française. Oui, aux deux. Mais pas d'effet juridique direct. Ce vote, il montre surtout les rapports de force, les fractures dans l'hémicycle, c'est ça? Vous mettez le doigt dessus. C'est un symptôme politique majeur. Bien plus qu'une décision juridique en soi. Ça expose vraiment les lignes de faille. Au sein de ce qu'on appelle la majorité, les alliances qui se font ou se défont. Alors justement, pour comprendre ces tensions, revenons à l'objet même du débat, cet accord de 1968. Oui. Qu'est-ce qu'il contient exactement? Pourquoi il est si spécial? On a entendu le député RN Guillaume Bigot dire que c'était un contrat où la France donne tout et l'Algérie rien. Qu'en est-il vraiment? Alors, il faut d'abord resituer le contexte. 1968. On est 6 ans après l'indépendance de l'Algérie. 6 ans après les accords d'Évian. D'accord. C'est un héritage direct de cette histoire coloniale, très complexe. L'objectif à l'époque, c'était de définir un statut particulier pour les Algériens qui venaient en France, un statut différent du régime général des étrangers. Pourquoi? Pour organiser leur circulation, leur séjour, leur accès au travail. C'était une période post-coloniale, les liens restaient très forts, et puis la France avait besoin de main-d'œuvre aussi. C'était les 30 Glorieuses, chez ceux qui veulent le dénoncer. D'abord, l'accès à certaines aides sociales. Comme? On entend dire que le RSA ou les allocations familiales seraient accessibles plus vite, sans cette condition des 5 ans de résidence qu'on demande normalement. Pareil pour le minimum vieillesse, l'ASPA. Ce serait accessible après 1 an de résidence, contre 10 ans pour les autres étrangers hors Europe. D'accord. Et sur le droit au séjour lui-même, il y a des différences aussi? Oui, c'est un autre point très critiqué. Les Algériens pourraient s'absenter de France jusqu'à 3 ans sans perdre leur titre de séjour. 3 ans? Oui, alors que la règle générale, c'est 6 mois. Ah oui, c'est une grosse différence. Et on dit aussi que retirer un titre de séjour à un Algérien serait plus compliqué. Même en cas de trouble à l'ordre public ou de polygamie, par exemple. Le regroupement familial est aussi souvent mentionné. Tout à fait. Les conditions de revenus seraient moins strictes. Le SMIC pourrait suffire et les aides sociales seraient prises en compte dans le calcul des ressources, ce qui ne serait pas le cas dans le droit commun, apparemment. D'accord. Et puis un dernier point souvent cité, les étudiants algériens qui voudraient créer une entreprise. Ils auraient des facilités, peut-être moins de contrôle sur la viabilité du projet que d'autres étudiants étrangers. Et il y a cette question du coût. Le fameux rapport Rodwell. Ah oui, le rapport Rodwell. Il est très souvent cité par les députés qui veulent la dénonciation. Bon, ses conclusions sont parfois débattues, mais il est brandi. Et il dit quoi, en gros? Il estimerait un surcoût administratif pour gérer cet accord spécifique entre 200 et 300 millions d'euros par an. D'accord. Et surtout, un surcoût social, donc lié aux minima sociaux, à la RH, etc., qui serait bien plus élevé, entre 1,5 et 2 milliards d'euros par an. Ah oui, quand même. Ce sont les chiffres qui sont mis en avant pour appuyer l'argument économique. Voilà. On voit bien la complexité et le poids de cet héritage historique. C'est fou de voir qu'un accord signé il y a plus de 50 ans, dans un contexte complètement différent, cristallise encore autant de passions politiques aujourd'hui. Absolument. Alors, essayons de comprendre maintenant plus en détail les arguments de ceux qui veulent y mettre fin. Laurent Wauquiez, de la droite républicaine, a parlé d'humiliation de la nation. Ce sont des mots très forts. Très fort, oui. Les arguments pour la dénonciation, ils sont portés surtout par le RN, bien sûr, mais pas seulement. Il y a l'UDR d'Éric Ciotti, la droite républicaine de Wauquiez. Et ils ont été soutenus, et c'est ça qui est important, par une bonne partie des députés Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et des Républicains. Et quels sont ces arguments alors? Le premier, c'est que l'accord serait dépassé. C'est ça, l'argument de l'obsolescence et du déséquilibre. On dit l'accord est anachronique, il a été fait pour une autre époque, les 30 Glorieuses, le plein emploi, ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. D'accord. Et déséquilibré parce que selon eux, l'Algérie ne respecterait pas sa part, notamment en refusant de donner les laissez-passer consulaires.
Ah oui, pour reprendre les personnes sous OQTF. Exactement. Les personnes qui ont une obligation de quitter le territoire français, une décision d'expulsion, si l'Algérie ne donne pas le document, la France ne peut pas les renvoyer. Donc ça, c'est un argument majeur pour eux. Et l'argument économique et social ensuite? Oui, bien sûr. Le coût financier présumé, en se basant sur ce rapport Rodwell, et puis des critiques sur l'intégration, en disant que les taux de chômage, d'inactivité seraient plus élevés chez les ressortissants algériens en France. La question de la souveraineté nationale semble aussi très importante pour eux. C'est central. C'est l'idée qu'il faut arrêter avec les régimes spéciaux. Il faut appliquer le droit commun des étrangers à tout le monde, point final. Une question de principe. Oui, présenté comme une affirmation de la souveraineté française. Reprendre le contrôle sur qui entre, qui reste et selon quelles règles. Et le climat diplomatique actuel entre Paris et Alger, ça joue aussi? Ah oui, énormément. Le contexte est très tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Certains députés n'hésitent pas à parler de régime algérien hostile, de dictature. Et ils rappellent souvent la situation de deux Français qu'ils considèrent comme otages. L'écrivain Boualem Sansal, dont on dit que la santé inquiète. Oui. Et le journaliste Christophe Glaise. Donc, dans cette vision des choses, dénoncer l'accord, c'est un acte de fermeté. C'est nécessaire pour établir un rapport de force. Et enfin, il s'appuie sur l'opinion publique. Tout à fait. Il cite des sondages, par exemple un qui dirait que 72% des Français seraient pour suspendre ou supprimer l'accord. C'est un argument politique. Regardez, on est en phase avec ce que pensent les gens. D'accord, donc on a un mélange d'arguments juridiques, obsolescence, économique, coût, politique, souveraineté, diplomatique, tension, rapport de force et sociétal, opinion publique. C'est ça, un cocktail assez large. Mais en face, l'opposition est très forte, virulente même. On a entendu Sabrina Sebahi, des écologistes, faire un lien direct avec les origines du FN et l'OAS. L'ambiance devait être électrique dans l'hémicycle. Ah oui, l'opposition LFI-NP, socialiste, écologiste, et le groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine, est vent debout contre cette proposition. Et ils ont toute une série de contre-arguments. D'abord sur la méthode et les conséquences juridiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils craignent? Ils craignent que la dénonciation sèche, comme ils disent, voulue par le RN, sans prévoir clairement ce qui remplacerait l'accord. Oui. Ça créerait un vide normatif, un flou juridique dangereux. Laure Miller, du groupe présidentiel EPR, a alerté là-dessus. Un vide normatif? Oui, une insécurité juridique. Les préfectures ne sauraient plus sur quelle base traiter les demandes. Ça pourrait ouvrir la porte à des décisions de justice imprévisibles, peut-être même à la réactivation de règles encore plus anciennes, issues des accords déviants. C'est ce qu'ils craignent. D'accord. Et sur le plan politique et diplomatique, ils pensent que ce n'est pas le moment? C'est exactement ça. Le timing est jugé particulièrement malvenu par Laurent Lerdy des socialistes. Les relations sont déjà très tendues avec Alger. Donc selon eux, ce vote risque d'envenimer encore plus les choses. De compliquer la libération des otages français, de saboter la coopération sur des sujets clés, lutte antiterroriste, renseignement, économie. Oui, Soumia Bouroua, du groupe GDR, a insisté là-dessus, sur la coopération antiterroriste qui était solide et qui est mise à mal. Tout à fait. Elle a souligné que ce climat politique rendait cette coopération, historiquement importante, beaucoup plus difficile. Il y a même eu un argument de droit international, non? Oui. Sur la possibilité de dénoncer l'accord? Oui, c'est aussi Soumia Bouroua qui a soulevé ce point. Selon elle, l'accord de 1968 ne prévoirait pas de clause de dénonciation unilatérale. Ah bon? Donc, si la France le faisait quand même, l'Algérie pourrait potentiellement saisir la Cour internationale de justice. D'accord. L'idée agitée par certains que ça ferait revenir automatiquement aux accords d'Évian, qui pourraient être encore plus favorables aux Algériens, est vue comme un épouvantail juridique par l'opposition. Et le RN répond quoi à ça? Guillaume Bigot, lui, il réfute l'idée qu'on ne puisse pas dénoncer. Il invoque la Convention de Vienne sur le droit des traités qui fixe les règles générales pour mettre fin à un traité. Donc on voit que même sur le plan juridique pur, il y a débat. C'est clair. Et puis, il y a eu ces accusations très graves de racisme, de révisionnisme. Oui, ça c'est un axe majeur de la critique de la gauche. Ils accusent le RN et ses alliés d'un jour d'algérophobie, de racisme sous-jacent, de jouer sur la peur du grand remplacement et surtout de vouloir raviver les vieilles blessures, les rancœurs recuites de la guerre d'Algérie, de la colonisation. Les références à l'OAS, à la torture. Oui, tout ça a été beaucoup mentionné, les propos passés de Jean-Marie Le Pen aussi, et l'expression utilisée par Guillaume Bigot, parti de l'étranger, pour parler de la gauche. Oui, ça a fait un tollé.
Ça a provoqué un tollé, plusieurs rappels au règlement. L'ambiance était vraiment tendue. Et l'opposition va même plus loin. Elle conteste la lecture que la droite fait de l'accord lui-même. Elle dit qu'il n'est pas si avantageux que ça. C'est un point intéressant, oui. Des députés comme Sabrina Sebaï ou Soumia Bourouala affirment que, sur certains aspects, l'accord de 68 serait en fait moins favorable aux Algériens que le droit commun actuel pour les autres étrangers. Ah oui, comment ça? Elle donne des exemples. L'accès plus difficile aux cartes de séjour pluriannuelles ou aux passeports talents pour les travailleurs très qualifiés. Ou encore la régularisation par le travail dans les métiers en tension qui serait plus compliqué pour les Algériens. Et même les titres pour motifs humanitaires. D'accord, donc une lecture inverse sur certains points. Une lecture plus nuancée en tout cas. Et Laurent Lardy, chez les socialistes, minimise aussi l'impact réel de cet accord sur les flux migratoires globaux. Selon lui, ce n'est pas ça qui détermine principalement les arrivées. Et enfin, dernier point de l'opposition, certains à gauche disent que le gouvernement français a aussi sa part de responsabilité dans la crise actuelle avec Alger. Oui, on a entendu des voix chez LFI, NFP ou au GDR estimer que certaines décisions diplomatiques récentes de la France ont jeté de l'huile sur le feu. Comme quoi, par exemple? Principalement la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Ça a été très mal vécu à Alger. Ou des déclarations passées de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, jugées provocatrices. Tout ça aurait contribué à tendre les relations et à rendre le dialogue plus difficile. On mesure vraiment l'ampleur du fossé, ce ne sont pas juste des désaccords politiques classiques, là. Ce sont des visions de l'histoire, du droit, des relations internationales qui sont radicalement opposées, et même des soupçons sur les intentions de l'autre camp. Absolument. Pas étonnant que les débats aient été si houleux. On a entendu parler de patriotes de pacotille, de partis de l'étranger de l'autre. C'était très polarisé, et ce vote, il a eu un effet, un effet révélateur très puissant sur les tensions à l'intérieur de ce qui formait le socle commun soutenant le gouvernement. Ah oui, la majorité élargie. La position des différentes composantes de cette majorité est pour le moins éclatée, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle était la ligne officielle du gouvernement défendue par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez? Le gouvernement, lui, était clairement contre la résolution du RN. Il l'a jugée inutile, voire contre-productive sur le plan opérationnel. D'ailleurs, Nunez avait dit quelques jours avant que l'accord fonctionnait et que sa remise en cause n'était pas à l'ordre du jour. C'était une prise de distance assez nette par rapport à son prédécesseur, Bruno Retailleau, qui, lui, y était favorable. Donc, Nunez préférait une autre approche. Oui, sa ligne, c'est plutôt « on privilégie la diplomatie discrète et on utilise les outils européens qui existent, comme le règlement retour, pour essayer d'améliorer les expulsions. » Pas de coup d'éclat sur l'accord de 68. Et au sein des groupes parlementaires de cette majorité, Renaissance, le MoDem, comment ont-ils voté? Majoritairement contre la résolution RN. Ils ont suivi la ligne du gouvernement. Mais ce qui a été très remarqué et très critiqué par la gauche, Cyril Châtelain des écologistes a eu des mots très durs. Où est Gabriel Attal? Où sont les députés macronistes? Leur absence est absolument minable. Ah oui. Ce sont les nombreuses absences dans leur rang au moment du vote. Beaucoup de députés Renaissance ou MoDem n'étaient pas là. Et comment ils expliquent ça? François Patriat, le chef des sénateurs Renaissance, a essayé de justifier ça par le contexte budgétaire très chargé en ce moment. Mais il n'a pas pu s'empêcher de critiquer ouvertement le vote d'une partie du groupe Horizon qui, eux, ont voté pour. Justement, venons-y. Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et les Républicains, LR. C'est là que ça a vraiment craqué? C'est là que le socle commun a volé en éclats sur ce vote précis. C'est très net. Environ la moitié des députés Horizon qui étaient présents et la moitié des députés LR présents ont voté pour la résolution du RN. Et c'est leur vote qui a fait la différence? Exactement. C'est leur apport qui a fait pencher la balance et qui a permis au texte d'être adopté. À cette seule voix près. Et comment ils se justifient, eux? Ils invoquent la cohérence. Chez Horizon, on rappelle qu'Édouard Philippe lui-même, dès juin 2023, appelait à refondre la relation avec l'Algérie, donc y compris cet accord. D'accord. Chez LR, ou plutôt UDR avec Ciotti, on rappelle qu'ils avaient déjà déposé des résolutions similaires dans le passé. Donc pour eux, c'est logique de voter pour, même si ça vient du RN. Le résultat, c'est une division flagrante. Une division criante. Muriel Jourdain, qui préside la commission des lois au Sénat pour LR, a eu cette phrase très forte. Il n'y a plus de socle commun. C'est clair. Et même chez Horizon, Laure Darcos, une sénatrice, a défendu la cohérence du vote avec la ligne Philippe, mais elle a tout de suite ajouté qu'il ne fallait pas y voir le début d'une union des droites avec le RN.
On sent bien la gêne quand même. Quelle cacophonie! On a l'impression d'une crise ouverte au sein de cette majorité présidentielle élargie. C'est bien plus qu'un simple vote symbolique, on le voit. Les significations politiques sont vraiment profondes. Alors, la première signification, c'est une victoire stratégique pour le Rassemblement national, c'est ça? Indiscutablement. Pour le RN, ce n'est pas juste un symbole, c'est une preuve de concept, si on peut dire. C'est-à-dire? La démonstration qu'ils peuvent non seulement imposer leur thème au cœur du débat, ça ce n'est pas nouveau, mais surtout, et c'est ça qui est nouveau, qu'ils peuvent réussir à agréger sur un de leurs textes des voix qui viennent de la droite dite républicaine et même du centre-droite avec Horizon. Ils font sauter le cordon sanitaire. Ils le fissurent sérieusement sur ce sujet. C'est une étape importante dans leur stratégie de normalisation et aussi pour attirer l'électorat de droite. Deuxième signification, vous l'avez dit, la fracture de la majorité est confirmée. Très clairement, les désaccords profonds sur le régalien, l'immigration, l'identité, le rapport à l'histoire coloniale, tout ça couvait sous la surface du socle commun. Maintenant, c'est exposé au grand jour. Et ça pose question pour la suite. Évidemment, ça pose la question de la capacité de cette coalition, assez hétéroclite finalement, à gouverner ensemble sur ces sujets qui sont très sensibles. Ce vote, c'est aussi un miroir de la polarisation de la société française, non? Il en est une illustration parfaite. Les débats qu'on a décrits, extrêmement tendus, les arguments qui semblent irréconciliables, les accusations mutuelles, tout ça reflète bien les lignes de fracture qui traversent la société française, sur l'immigration, sur l'héritage colonial, sur la définition même de l'identité nationale et de notre rapport avec l'Algérie. Et sur le plan diplomatique, alors, quelles conséquences réelles ça peut avoir? Ça, c'est la grande inconnue. D'un côté, ce vote envoie un signal de fermeté à Alger. C'était l'objectif affiché par ceux qui ont voté pour. Oui. Mais de l'autre côté, est-ce que ça ne risque pas surtout d'envenimer en pas plus des relations qui sont déjà très mauvaises? Ça pourrait compliquer encore plus des dossiers très concrets, très sensibles. La libération des otages français, obtenir les fameux laissez-passer consulaires pour les OQTF ou même la coopération sur la sécurité, l'économie. Comme disait le Premier ministre, pour renégocier, il faut être deux. Exactement. Et ce vote, même s'il vise à créer un rapport de force, ne crée pas forcément un climat très propice au dialogue constructif. C'est le paradoxe. Une dernière question. Pour toutes les personnes dont la vie est directement liée à cet accord, je pense à la diaspora algérienne en France, à leurs familles. Ils sont des centaines de milliers, peut-être des millions concernés. Qu'est-ce que ce vote change pour eux, concrètement? Alors, juridiquement, il faut le redire. Pour l'instant, rien ne change. L'accord de 1968 reste en vigueur. Tant que l'exécutif, le gouvernement, ne décide pas de le dénoncer ou de le renégocier officiellement, il s'applique. D'accord. Mais politiquement, psychologiquement, Là, c'est différent. Politiquement, psychologiquement, ce vote crée un climat d'incertitude, de tension accrue, c'est sûr. Pour beaucoup de Franco-Algériens ou d'Algériens qui vivent en France, cet accord, même s'il est parfois critiqué, il est souvent vu comme un acquis historique. Un symbole tangible de ce lien post-colonial si particulier. Donc, le voir remis en cause de cette façon par l'Assemblée nationale, même si ce n'est que symbolique pour l'instant, ça envoie un signal. ça envoie un signal très négatif pour beaucoup. Si l'accord était vraiment remis en cause un jour, ce serait vécu comme une défaite diplomatique pour l'Algérie, et ça pourrait potentiellement déstabiliser la situation de nombreuses personnes dont le statut, les droits dépendent de ce cadre juridique spécifique. En conclusion, on a vraiment assisté à un moment parlementaire d'une intensité rare, très révélateur des failles profondes qui traversent notre paysage politique et même notre société. Ouais. Un accord, hérité d'une histoire douloureuse, complexe, se retrouve plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, au cœur d'une bataille politique et symbolique absolument brûlante. C'est tout à fait ça. Ce vote, même sans portée juridique immédiate, il soulève finalement beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Des questions sur l'avenir de cet accord, bien sûr, mais plus largement sur l'avenir des relations entre la France et l'Algérie. Des relations si particulières, si passionnelles. Et ça nous laisse avec une interrogation pour la suite peut-être. Au-delà des postures politiciennes, des débats enflammés qu'on a vus, à quoi pourrait ressembler une relation enfin mature, apaisée, équilibrée entre la France et l'Algérie? Vaste question. Comment on pourrait construire cet avenir alors que les liens humains, économiques, culturels sont si denses entre nos deux sociétés, mais que les fantômes du passé colonial et les crispations diplomatiques actuelles pèsent toujours un poids si lourd? C'est la question essentielle, oui. Une question qui reste aujourd'hui plus que jamais, largement ouverte. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.